Une affaire criminelle aujourd'hui, une tentative d'assassinat. La tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en mai 1981 à Rome, au cours d'une audience publique. À l'époque où le pape circulait encore sans protection, sans cage de verre blindé, au milieu de la foule, sur sa papamobile. Et c'est après, à cause de cet attentat, qu'on va inventer la cage de verre qui protège aujourd'hui le pape François et avant lui, Benoît XVI. Vous vous souvenez peut-être du nom de celui qui a tenté d'assassiner le pape, Ali Aksa, un jeune Turc auquel le pape a ensuite pardonné. Mais je ne suis pas certain que vous vous souveniez de ses motivations. Et pour cause, le mystère n'a jamais été vraiment percé. Et c'est pour ça que pour débriefer cette histoire, j'ai invité la journaliste Roumania Ugarczynska. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez publié en 2007 La vérité sur l'attentat contre Jean-Paul II aux presses de la Renaissance et vous nous direz à quelle conclusion vous êtes arrivé. Voici donc cette histoire que j'ai écrite avec Pierre Anquetin. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Fondelatte. La grande affaire de cette histoire, c'est son issue, le pardon. Le pape Jean-Paul II pardonne à celui qui a voulu le tuer. Vous me direz, c'est son métier de pape que de pardonner. Et ça n'est pas faux, le pardon est au cœur de la doxa catholique. Néanmoins, ça reste quelque chose d'étrange, comme un défi à cette part animale que nous traînons depuis Cro-Magnon, à cette petite voix qui nous dit « œil pour œil, dent pour dent ». Tu as voulu me tuer ? Tu payes. Je vous emmène donc le mercredi 13 mai 1981 au Vatican, à Rome. Vous voyez la place là, les colonnes tout autour, l'obélisque en plein milieu et derrière la basilique ? C'est la place Saint-Pierre. C'est là que tous les mercredis, le pape Jean-Paul II donne une audience publique. Il est jeune, Jean-Paul II, à cette époque-là, 61 ans. Il est pape depuis 3 ans. Il adore les bains de foule. C'est tellement coupé de la vie, un pape. Ça vit tellement dans une bulle. Et là, à portée de main, il y a 20 000, 25 000 personnes, des vrais gens qui veulent lui parler, qui veulent le toucher. C'est tentant. Alors, tous les mercredis, il y va. Et d'ailleurs, il est 17h, et le voilà. Soutane blanche, sa calotte sur le crâne, juché sur sa Jeep blanche décapotable, la Campagnola. Notez qu'à l'époque, il n'y a pas de cage en verre sur la voiture. Pas encore. Il y a des gardes suisses et des policiers en civil, mais à part ça, le pape est à découvert. Époque bénie de l'insouciance. Et donc la voiture roule au pas, les gens applaudissent, l'acclament, d'autres prient. Et lui, il est à 50 cm des gens. Alors il se penche, il serre des mains, on lui tend une fillette à bout de bras, il la prend, il l'embrasse et il la rend à sa maman. Et la Campagnola fait comme ça un premier tour de la place par le côté gauche. Et à 17h17, elle entame un deuxième tour par le côté droit. Elle fait quelques mètres et au niveau de la porte de bronze, à droite de la basilique, 3 coups de feu et une clameur d'effroi qui s'élève au-dessus de la foule. Jean-Paul II grimace, il fléchit un peu en avant, il y a une tache rouge sur sa soutane. Il est blessé. Il porte sa main pleine de sang à son cou et il chancelle. Son secrétaire personnel et son camérier, son valet, le rattrapent. Des policiers sautent sur la Campagnola pour faire écran de leur corps et on voit des gens, des fidèles qui se mettent à encercler le tireur. Ils l'ont vu tirer. Ils sont autour de lui, ils le bousculent pour l'empêcher de tirer à nouveau. Son arme tombe au sol, il essaye de la ramasser et là, une religieuse, tout en noir, l'attrape par le bras. Elle le serre de toutes ses forces pour l'empêcher de récupérer son arme. Le type se débat et là, arrive un policier en civil qui le plaque au sol. Le type est neutralisé. C'est un jeune, brun, les yeux noirs, les pommettes saillantes, mince avec une veste claire. Et il crie « Non sono io! Non sono io! C'est pas moi, c'est pas moi !» Et la nonne lui répond « Si sei tu! Si sei tu! Si, c'est toi !»
Et l'homme est escorté par une vingtaine de policiers vers la porte de bronze et la foule qui crie « À mort ! À mort !» Vous voyez ce que je vous disais ? Œil pour œil, dent pour dent, c'est le premier réflexe. Le type est d'abord emmené au commissariat de Borgo, près du Vatican, et ensuite à l'antiterrorisme. Les policiers ont récupéré son arme, c'est un Browning 9 mm. Il est tiré à bout portant. Le pape s'est d'abord porté la main au ventre, apparemment où il a été blessé, puis ensuite il s'est écroulé, il est tombé dans les bras de son secrétaire, et immédiatement le chauffeur de la Jeep l'a emmené vers l'intérieur du Vatican en repartant vers la partie gauche de la place, puis est passé sous l'arc des cloches, derrière laquelle se trouve en permanence une ambulance de la Croix-Rouge qui à ce moment-là a transféré le pape à l'hôpital Gemelli. Pendant le trajet vers l'hôpital, Jean-Paul II perd beaucoup de sang. Il est opéré dès son arrivée aux urgences. L'opération dure 6 heures. Le pape est entre la vie et la mort. Un homme est arrêté et emmené dans les locaux de la police antiterroriste de Rome. Et il est conduit dans une salle d'interrogatoire et installé sur une chaise. Il a été pris sur le fait, il ne prend pas la peine de nier. Oui, j'ai tiré sur le pape. Mais il refuse de donner son identité. Il prétend qu'il est chilien, et puis finalement, il dit qu'il est de nulle part. Quels sont tes complices ? J'ai pas de complices. J'ai agi seul. Et là, il ment. Parce que pile à ce moment-là, les enquêteurs disposent de plusieurs témoignages qui parlent d'un deuxième homme. Un policier d'abord l'a vu arme au poing en train de tirer ce deuxième homme. Mais il y a mieux que ça. Un photographe américain l'a pris en photo, de dos. Un jeune homme aux boucles brunes avec un blouson de cuir noir. On le voit clairement sur la photo. Dans la main droite, il tient un pistolet. Donc le type ment. Ils étaient 2. Et ils pourraient être 2 à avoir tiré. Immédiatement, les policiers lancent un signalement. Ils diffusent sa photo. Et ils retrouvent la pension où il a passé la nuit dernière. La pension Isa, près de la place Saint-Pierre. Où il a laissé un passeport turc au nom d'Ozgun. C'est ton passeport ? Ouais. C'est un faux. Quel est ton vrai nom ? Ton vrai nom ? Et là, le type qui, il y a 2 secondes, ne voulait rien dire, déballe son CV d'un trait. Je suis Mehmet Ali Aksa. Je suis le plus grand terroriste de Turquie. Ali Aksa. Les policiers passent son nom au fichier. Et effectivement, il y a un type du même nom qui est recherché par Interpol depuis janvier 1981 pour un assassinat. C'est un Turc de 23 ans, un militant d'extrême droite. La photo correspond. C'est bien lui. Et là, on découvre son pédigré. Mamma mia! Il y a 1 an et demi, à Istanbul, il a vidé son chargeur sur le rédacteur en chef du Milliyet, le plus grand quotidien turc. Le journaliste est mort sur le coup. Et il enquêtait justement sur la collusion entre l'extrême droite nationaliste turque, les services secrets turcs et la CIA. Il est mort avant d'avoir publié son papier. D'après ce que dit sa fiche, cet Ali Aksa appartiendrait à une milice turque d'extrême droite qui s'appelle les Loups Gris. Son dossier dit qu'il a été embrigadé à 17 ans. Et les Loups Gris, renseignements pris, haïssent les Kurdes, les Juifs, les Arméniens, bien sûr, et les chrétiens. Ils sont armés, bien entraînés, et ils auraient le soutien de membres des services secrets turcs. D'après son dossier, Ali Aksa est arrêté quelque temps plus tard, à la terrasse d'un café. Il avoue l'assassinat du journaliste, et 5 mois plus tard, il s'évade de prison. Eh ben disons, c'est un sacré coco, cet Ali Aksa qui vient de tirer sur le pape. Ah,
L'affiche dit que pour s'évader, il a bénéficié de la complicité de 6 militaires et gardiens de prison. C'est vraiment un sacré coco. Et c'est pas fini. Le jour de son évasion, il envoie une lettre au journal Milliette, dont il a exécuté le rédacteur en chef un an plus tôt. Et dans cette lettre, il menace de tuer le pape Jean-Paul II, s'il maintient la visite qu'il a prévu de faire en Turquie 2 jours plus tard. Il y a la lettre dans le dossier. Si cette visite n'est pas annulée, je tuerai le pape à coup sûr. C'est l'unique motif de mon évasion. Voilà donc le profil de l'animal qui vient de tenter de tuer le pape. Ali Aksa, un nationaliste turc d'extrême droite qui a déjà tué et qui était en cavale depuis une évasion. Et donc son interrogatoire reprend. Tu n'es qu'un tueur fasciste. C'est faux. Mon terrorisme n'est pas rouge ou noir. Il est rouge et noir. Et je suis avec les Palestiniens. Enfin, tout ça n'a pas d'importance. Je suis au-dessus des idéologies. J'appartiens à une nouvelle race de terroristes. Vous comprenez? Non. On ne comprend pas parce que c'est un enfumeur qui alterne entre la logorée et maintenant le mutisme complet. Il y a même un moment où il s'endort sur sa chaise et il se réveille frais comme une rose, paré pour la suite de l'interrogatoire. Dans la chambre de la pension Isa, les policiers ont retrouvé des notes dans lesquelles il dit qu'il va tirer sur le pape en signe de protestation contre l'ONU et l'impérialisme occidental. Pourquoi est-ce que t'as voulu tuer le pape? J'ai pas de haine envers le pape. Qui sont tes complices? Moi, seul. J'ai décidé seul. Même si des gens m'ont aidé. Qui? Oh, des Bulgares, des Anglais, des Iraniens. Tout ça n'a aucun sens. C'est du galimatia, c'est du charabia pseudo-révolutionnaire. Mais qui est ce type-là? Qui l'a envoyé tuer le pape? Pendant ce temps, Jean-Paul II se remet de son opération. Jean-Paul II est toujours ce matin en salle de réanimation, là où il a été conduit après près de 6 heures d'intervention chirurgicale. Il a fallu procéder à une résection de l'intestin grêle et les 3 chirurgiens ont placé un anus artificiel. Le diagnostic demeure réservé en raison précisément des risques d'infection du péritoine. Le pape a subi dans la région endo-abdominale une importante hémorragie et les médecins lui ont transfusé 3 litres de sang. Par ailleurs, l'un des projectiles tirés par l'agresseur lui a lacéré l'avant-bras et une balle, la 3e, lui a fracturé la 2e et la 3e phalange de l'index de la main gauche. Le lendemain de l'attentat, le juge d'instruction inculpe Mehmet Ali Aksa pour tentative d'assassinat d'un chef d'État en complicité avec des personnes encore inconnues.